Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir. Florence. Bienvenue à tous. Merci de participer à notre webinaire qui a pour thème comment optimiser la vente de votre bien immobilier en Allemagne. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Florence Holz, je suis la responsable de la gestion client chez Aden Immobilien. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, même si je vois qu'il y a quand même pas mal de noms connus parmi les participants. Donc, nous sommes une agence immobilière franco-allemande qui accompagne maintenant depuis un peu plus de 10 ans nos clients français et francophones dans leurs projets d'investissement immobilier en Allemagne et plus particulièrement à Berlin. Donc, je vais voilà, déjà commencer par vous donner quelques précisions sur le déroulement du webinaire. On a prévu aujourd'hui une présentation d'environ 45 minutes avec un question-réponse d'une quinzaine de minutes à la fin. Vous aurez l'occasion de poser vos questions via le chat qui se trouve sur votre droite. Alors, précision aussi, vos micros sont coupés, donc vraiment, il faudra écrire dans le chat pour nous poser des questions. On va essayer d'y répondre tout au long de la présentation ou en fin de séance lors du question-réponse, si jamais on n'a pas le temps de tout traiter pendant la présentation. Ce webinaire sera enregistré, donc vous allez recevoir un replay à la fin par email et vous aurez également l'occasion de retrouver dans ce mail les coordonnées de chaque intervenant. Donc voilà, vous aurez forcément tous nos contacts. Alors moi, je suis très contente qu'on puisse vous proposer ce webinaire ce soir avec nos partenaires parce que c'est un sujet sur lequel nous, on reçoit beaucoup de questions de nos clients. Et même si nous, en tant qu'agence immobilière spécialisée, on a pas mal de connaissances sur certains sujets, eh ben, on n'est quand même pas fiscaliste. Donc voilà, je suis vraiment contente qu'on ait aujourd'hui parmi nous les experts dans cette matière qui vont pouvoir répondre à toutes ces questions. Donc, parmi les intervenants, on va avoir en premier David Engvienviet, qui est donc le cofondateur et gérant de Aden Immobilien. Bonjour. Voilà, qui va vous présenter donc dans une première partie, il va vous faire un petit état du marché immobilier allemand et particulièrement aussi Berlin, parce que je pense que la majorité quand même des participants s'intéressent aussi pour le marché berlinois. Voilà, il vous donnera quelques chiffres et évolutions sur le marché. Nous aurons ensuite voilà, les conseils de Alexander Jacobi, qui est avocat associé chez Jacobi Legal, donc un cabinet d'affaires internationales notamment situé à Berlin et qui est spécialisé justement dans l'aide et le conseil juridique dans la matière d'investissement d'immobilier en Allemagne. Donc, il vous expliquera tout sur la partie fiscale en Allemagne. Et pour terminer, il y aura une intervention de Guillaume Rubecki, qui est avocat associé chez Valoris Avocat. Donc voilà, si je me trompe pas, en tout cas, Monsieur Rubecki est spécialisé en droit fiscal international et notamment aussi en conseil de patrimoine. Et il va donc nous expliquer comment ça se passera pour la fiscalité en France. Car oui, en effet, il peut y avoir une fiscalité aussi en France lorsqu'on vend un bien immobilier situé en Allemagne. Donc, je pense que ça sera très intéressant aussi d'avoir voilà, cette intervention pour tout comprendre sur cet aspect-là. Et donc, voilà, juste avant de passer la main à David pour commencer cette présentation, vous l'aurez compris, ce webinaire s'adresse donc majoritairement, enfin quasiment uniquement aux propriétaires de biens immobiliers en Allemagne. Et surtout, on le sait tous, la fiscalité, c'est quand même des sujets très individuels et variables. Donc, on va rester dans des cas très généraux. Et si vous avez des questions plus particulières à la fin, eh bien, nous vous proposons de prendre un rendez-vous parmi les intervenants, voilà, si nécessaire. Donc voilà, je laisse la parole à David pour débuter cette présentation. En tout cas, bonjour à tous. Merci en tout cas Florence pour cette présentation. Merci à tous de participer à notre webinaire. Donc comme vous a expliqué Florence, je vais faire une petite présentation qui va durer à peu près entre 10 et 12 minutes de la partie
concernant l'immobilier en Allemagne, en faisant au départ une petite introduction, puis ensuite en parlant des chiffres immobiliers des grandes villes allemandes, donc le top 7. On fera ensuite principalement un petit focus sur Berlin, puisque c'est, je dirais, je pense que 80% des personnes qui sont sur ce webinaire sont concernées plutôt par la ville de Berlin, et notamment une question qui nous est souvent posée: est-ce que c'est le bon moment pour vendre aujourd'hui ou faut-il attendre? Et notamment, si je dois vendre, comment est-ce que je peux optimiser la vente de mon bien, puisque ça, c'est le thème de notre webinaire. Donc tout simplement, Florence vous explique un petit peu ce que nous, on faisait. Donc nous, on est Aden Immobilienne, on existe depuis 2009. Moi, je suis l'un des cofondateurs avec Arnaud Schott. On a une activité qui est de la vente immobilière de maisons ou d'appartements, principalement je dirais sur Berlin. Et on est également dans cette partie-là, on fait également de la location. Ensuite, on a une autre partie qui s'appelle Aden Invest, où là, on la commercialise des bureaux ou des immeubles. Et ensuite, c'est une partie maintenant qui s'appelle Aden Projet, et sur lequel nous, on développe des projets en découpe, c'est-à-dire qu'on fait de la transformation d'immeubles en copropriété, puis ensuite, les appartements sont vendus, je dirais, à l'unité. Donc ça, c'était pour faire une présentation rapide de notre société. Ensuite, pour parler de l'Allemagne et du top 7, là, vous voyez sur la gauche, vous avez une carte avec les principales. Alors, peut-être que c'est un peu petit, mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver une carte avec toute l'Allemagne, puisque c'est quand même grand. Dans les zones rouges que vous voyez ici, ce sont tous les prix les plus élevés qui sont au-delà de 3500 euros. Et on voit bien que toutes les villes du top 7 aujourd'hui, que ce soit Munich, que ce soit Hambourg, que ce soit Berlin, que ce soit Stuttgart ou Düsseldorf, on est sur des prix aujourd'hui qui sont assez élevés dans toutes ces métropoles. Et là, vous voyez un petit peu dans l'est de l'Allemagne, Berlin, qui est clairement rouge, puisque c'est l'une des villes qui a le plus augmenté ces dernières années. Vous pouvez voir ici sur la droite l'évolution qu'il y a eu sur ces villas entre 2010, le moment où nous, on s'est créé, et aujourd'hui, 2020. Et là, on voit bien que les prix sont clairement à la hausse, puisque à Munich, il y a encore 10 ans, on pouvait acheter à peu près à 2900, on va dire 3000 euros. Et aujourd'hui, Munich est la ville de loin la plus chère de l'Allemagne, puisqu'on est à près de 8000 euros. Donc, c'est une hausse assez forte. Ensuite, vous voyez ensuite la même chose sur toutes les autres villes que sont Francfort, Hambourg, Stuttgart ou Berlin. Toutes les villes, c'est un peu comme en France, hein, on est sur un marché qui est assez similaire, c'est-à-dire que toutes les villes ont clairement augmenté ces dernières années, et on a des augmentations qui sont de l'ordre de 100, voire à 200%. Donc là, sur la droite, vous voyez bien l'évolution de toutes ces villes. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que Munich, c'est la ville qui augmente de loin le plus, et quand on fait un ratio de croissance pure, eh ben, on remarque que ce n'est pas Munich qui a le plus augmenté ces dernières années, c'est plutôt Berlin, puisqu'on a augmenté de près de 211% à Berlin. Je précise également que là, on est sur des chiffres de 2020 et non pas sur des chiffres de 2020. Nous, ce qu'on constate ça en 2021, c'est que les prix ont encore pris un niveau supplémentaire par rapport à ce que vous voyez à l'écran, puisque nous, aujourd'hui, là, on a sorti, nous, les prix auxquels on a vendu à peu près en 2021, la moyenne de nos prix. Et aujourd'hui, je dirais que nous, chez Aden, on a vendu aux alentours de 5 900 euros par mètre carré en moyenne sur les appartements en 2021. Donc, vous voyez que cette hausse, elle a encore évolué. Donc voilà pour cette partie-là. Et on voit donc que Berlin se trouve clairement en tête. Là, sur la droite, hein, vous avez le DAX, hein, qui est le comparatif, je dirais, c'est le CAC 40 allemand. Donc on voit bien que l'immobilier a clairement plus augmenté que le DAX ces dernières années sur les principales villes allemandes. Ensuite, pour faire un focus un peu plus sur Berlin, vous voyez ici que, alors là, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de le mettre en plus grand pour voir si vous voyez peut-être un peu mieux. Non, ça ne marche pas mieux. Du coup, ici, vous voyez tous les quartiers de Berlin. Au centre, vous avez Mitte, qui est le quartier central de Berlin, sur lesquels vous avez des prix aux alentours. Alors, 4 000 euros aujourd'hui, Mitte, vous avez une partie nord qui est un peu moins chère, mais la partie centrale de Mitte aujourd'hui, vous êtes clairement aux alentours de 7 000 euros, voire même beaucoup plus pour certains biens d'exception. Donc ça, c'est la partie centrale que vous voyez ici. J'espère que vous voyez bien quand ma souris bouge ou pas. Je ne sais pas. Ensuite, vous avez sur la droite ici le quartier de Friedrichshain et au nord et au sud le quartier de Kreuzberg, où là vous êtes aux alentours, je dirais, aujourd'hui de 6 000 euros en moyenne sur des appartements vides. Alors oui, je précise que je parle d'appartements vides.
dans des Albao classiques, hein. Je ne parle pas aujourd'hui d'immeubles neufs. Sinon, on aurait des prix qui pourraient évoluer un petit peu à la marge par rapport à ça. Donc, en tout cas, tout le centre de Berlin, ce que vous voyez, c'est que tout le centre de Berlin aujourd'hui est aux alentours de 6 000 euros sans aucun problème en 2021. On aurait pu s'attendre à ce que le Covid ait des effets négatifs sur les prix immobiliers en Allemagne, mais nous, ce qu'on constate, c'est que sur 2020, on n'a pas eu tant d'évolution. Par contre, sur 2021, on a clairement eu une hausse, puisqu'on a eu un rattrapage en ce sens où les gens qui n'ont pas pu acheter en 2020 se sont reportés sur un achat en 2021. Et donc, du coup, on a une demande qui a été assez forte en 2021 et du coup, qui a fait monter les prix par le haut. On a également un autre phénomène qui s'est passé dernièrement, c'est qu'on a eu la fin du Mietendeckel, qui était une loi spécifique concernant les loyers, qui obligeait les propriétaires à plafonner leur loyer en fonction d'un certain nombre de critères, avec des loyers qui étaient plutôt bas. Et cette loi-là s'est arrêtée l'année dernière. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu une hausse clairement ces derniers mois. Donc ensuite, pour vous parler, une fois qu'on a fait ce focus sur Berlin, la question qu'on nous pose souvent, puisque c'est ce que nous disait tout à l'heure Florence, c'est une question qu'on a de manière assez récurrente. Est-ce que c'est le bon moment pour vendre son appartement à Berlin? Donc là, vous avez un graphique où on explique un petit peu les différents phénomènes qui peuvent faire évoluer la décision d'acheter ou non, de vendre ou non un appartement. Aujourd'hui, on a eu clairement ces dernières années une très grosse hausse des prix. Donc, c'est un effet on aurait tendance à vous dire que peut-être que c'est le bon moment de vendre. Pourquoi? Parce que les prix ont clairement augmenté ces dernières années. Vous avez vu tout à l'heure, depuis 10 ans, on est à plus de 200%. Maintenant, depuis les 5 dernières années, on est à plus de 100%, voire je dirais même 120%. Donc, ce qui est une hausse assez importante. Et donc, du coup, l'effet immédiat, c'est qu'on a des rentabilités immobilières de plus en plus faibles. Donc, du coup, on voit bien qu'on a une tendance sur les investissements locatifs beaucoup plus faible qu'il y a, je dirais, 5-6 ans. Nous, on le voit au quotidien au sein de notre entreprise, qu'aujourd'hui, l'essentiel des achats se font par des personnes qui souhaitent habiter dans l'appartement. Ensuite, un point aussi positif qui peut-être vous tenterait peut-être à vendre votre appartement dans les prochains jours, enfin les prochains jours, mais en tout cas les prochains mois, c'est peut-être de voir aussi toutes les nouvelles lois qui sont instaurées en Allemagne sur la limitation des loyers. Donc certes, je vous ai dit tout à l'heure que le Mietendeckel était fini, mais on sait très bien que le gouvernement travaille sur de nouvelles lois qui vont peut-être, je ne sais pas trop puisqu'on n'a pas encore de visibilité là-dessus, mais qui vont peut-être contraindre encore les propriétaires dans l'acquisition de leurs biens ou en tout cas dans le fait de garder leurs biens. À l'inverse, je dirais que on pense tous que Berlin, quand même, continue à être une ville où la population grossit de manière forte. Pourquoi? Parce qu'on a des entreprises qui s'installent, toujours d'entreprises qui s'installent de plus en plus, et donc du coup, on a une croissance qui continue d'être là, et les banques continuent de prêter. Et le fait que la population augmente et que les banques continuent de prêter, ben, fait qu'on a une demande qui est toujours assez significative, même si on remarque que 2022, les tendances sont peut-être un peu moins fortes que ce qu'on en a connu juste après le Covid en 2021. Et au milieu, là, vous avez vu, j'ai mis un point d'interrogation parce qu'on ne sait pas du tout, nous, ce que ça va donner. On a des facteurs exogènes aujourd'hui, la hausse des taux d'intérêt qui va arriver, enfin, qui est déjà arrivée, mais qui risque d'augmenter encore un peu plus dans les prochains mois. On a également l'inflation qui commence à arriver, ce qui n'arrivait pas du tout dans le passé. On a également la guerre en Ukraine qui, malheureusement, touche pas mal de monde et va sûrement avoir un impact sur l'immobilier à Berlin. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Et les effets du Covid, on ne sait pas s'il va y avoir un Covid. Bon, voilà, on parle du Covid-19, mais je ne sais pas si en 2022, il va y avoir d'autres phénomènes comme ça. Donc ça, ce sont des phénomènes qui doivent peser dans la balance pour vous décider à savoir si c'est le bon moment de vendre. Et un phénomène peut-être l'un des plus importants, c'est vous, quels sont vos projets à court ou moyen terme pour savoir si une vente serait intéressante pour vous. Du coup, là, pour simplifier un petit peu la lisibilité, on a mis un petit peu des situations dans lesquelles peut-être vous pouvez être et qui feraient que vous serez tenté de vendre votre appartement. Nous, ce qu'on conseille en tout cas, c'est que si vous êtes propriétaire depuis plus de 10 ans, vous allez voir après avec la fiscalité comment ça se passe. Mais en Allemagne, il y a de vrais avantages puisque vous ne payez plus d'impôts. Donc, c'est peut-être vraiment un moment de réfléchir pour pouvoir se dire, c'est peut-être le moment de vendre votre appartement. Il y a un deuxième phénomène aussi qui doit rentrer en compte, c'est si votre appartement est vide. Vous savez très bien que enfin, peut-être que vous ne savez pas, mais en tout cas en Allemagne, lorsque votre appartement est occupé, avec un locataire, lorsqu'il y a un locataire à l'intérieur, il est très difficile de demander au locataire de partir, voire quasiment impossible. Donc, vous êtes obligé dans ces cas-là de garder le locataire pendant X années. Et du coup, vendre un appartement loué plutôt que de vendre un appartement vide,
c'est vraiment très complexe. Donc, si vous avez un appartement vide, c'est vraiment le moment entre chaque locataire, c'est le moment de se décider si vous voulez vendre ou pas votre appartement. Donc ensuite, si vous voulez profiter des prix actuels, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien ce qu'on a, on sait très bien qu'en moyenne, aujourd'hui sur Berlin, on est aux alentours de 6 000 euros. Demain, peut-être que ce sera plus, demain, est-ce que ce sera moins? Je ne pourrais pas vous dire. On aurait tendance à vous dire aujourd'hui que les prix ont tellement augmenté nous, on constate aujourd'hui un plateau. Maintenant, si la demande continue, bah, peut-être que ça va légèrement augmenter. En tout cas, si ça fait un certain temps que vous êtes propriétaire, il ne faut pas hésiter à prendre ces décisions en fonction du niveau dans lequel vous êtes. À l'inverse, si vous souhaitez habiter dans votre appartement, bah là, clairement, faut pas du tout le vendre. Ou si votre appartement est toujours occupé, on aurait tendance à vous dire soyez patient avant de le vendre. Donc ensuite, pour optimiser votre vente, et après ce sera la dernière partie, nous, ce qu'on vous dit, c'est que pour vendre votre appartement, la première chose, c'est que l'idéal, ce serait de le vendre sans locataire. Parce que votre appartement sera au prix de marché, c'est-à-dire les 6 000 euros à peu près. Si vous vendez un appartement loué, forcément, ce sera beaucoup moins. Ensuite, le deuxième point, c'est que si vous avez des petits travaux à faire dans votre appartement, si vous avez peut-être une optimisation à faire dans l'organisation des pièces, c'est le moment ou jamais d'y réfléchir, parce qu'un appartement qui est bien fait, un appartement qui est bien rénové, vous donnez toujours une bonne première impression à un futur potentiel acquéreur. Et nous, ce qu'on remarque, c'est que les appartements qui partent les premiers sont toujours les appartements dans lesquels on se sent bien, dans lesquels on a toujours envie de poser juste les valises. Les appartements où on a des travaux, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours plus de temps pour les vendre. Ensuite, c'est préparer tout votre dossier, que ce soit la surface de votre appartement, que ce soit les documents de votre appartement au moment où vous allez l'acheter. Et c'est important d'avoir toutes les données de votre appartement pour pouvoir, lorsque vous avez une demande pour vendre ce bien, de pouvoir fournir toutes les informations nécessaires au futur acquéreur. Et ensuite, bien évidemment, faire une bonne estimation, parce que si vous faites une mauvaise estimation et que vous vous trompez dès la première fois, bah, malheureusement, le mettre, hors ligne et puis ensuite le remettre, souvent votre appartement, on va dire qu'on l'appelle, chez nous, on va le griller, et c'est-à-dire que c'est assez mal vu. Et donc du coup, c'est pour ça que je vous disais, l'idéal, c'est de faire une très belle présentation de votre bien, que ce soit au niveau des photos, que ce soit au niveau des travaux, et cetera. Et donc ça, vous pouvez le faire seul, ou alors faire appel, bien évidemment, à une agence qui a peut-être pignon sur rue, mais surtout qui est une bonne agence de qualité. Donc voilà pour ma partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en chat, et je me ferai un plaisir d'y répondre à la fin de notre webinaire. Merci. Voilà, alors peut-être avant qu'on passe la main à Alexander, justement, il y a déjà eu quelques questions sur le chat. Alors, la majorité concerne quand même les questions de fiscalité. Donc, je propose qu'on attende vraiment l'intervention déjà de Alexander et de Guillaume, parce que je pense qu'ils vont déjà répondre à pas mal de ces questions-là. Voilà, donc je pense que alors peut-être les seules questions qu'il y a eu sur ta partie, du coup par rapport au prix, David, sont, Thierry qui demande, bah, comment tu expliques la raison de cette augmentation des prix à Berlin, en fait? Bah, Même si je pense qu'on en a déjà parlé. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une demande qui est assez forte. Je ne sais pas si vous êtes revenu à Berlin depuis un certain temps, mais aujourd'hui, on voit bien qu'à Berlin, il y a beaucoup de constructions. Je ne parle pas de résidentiel, je parlais ici plutôt de bureaux, d'activités. On voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui s'installent à Berlin, et on a vraiment une concentration. C'est vrai que j'ai vu qu'on parle, l'Allemagne, la population globale diminue, mais à l'inverse, les populations dans les villes augmentent, et notamment à Berlin. Alors, ce qu'on constate en 2022, c'est que la population n'augmente plus forcément à l'intérieur du ring de Berlin, mais qu'elle augmente un petit peu plus maintenant en périphérie de Berlin, ce qui était pas le cas il y a encore quelques temps. Mais donc du coup, comme il y a beaucoup d'emplois et beaucoup d'activités sur Berlin, bah, les gens viennent à Berlin, donc du coup, ça fait augmenter tout simplement la demande. Et comme il n'y a pas tellement il n'y a pas suffisamment d'appartements à Berlin qui sont construits, ben, on assiste à des prix qui augmentent. Mais bon, ce qui se passe à Berlin, c'est aussi le cas dans toutes les villes, hein. Je dirais, même en France, les grosses villes françaises, je dirais, je mettrais même Paris dedans, sauf depuis le Covid. Je dirais que toutes les villes françaises ont clairement augmenté ces 10 dernières années, hein. On a des prix, je pense qu'on pouvait acheter à Bordeaux ou à Lyon il y a encore quelques années à des prix vraiment défendant toute concurrence. Bah, aujourd'hui, on est sur les mêmes prix que, peut-être pas Berlin, mais on n'est pas très loin, quoi. Mmh. Alors une autre question qui arrive, d'Emmanuel. Qu'est-ce que tu penses, quelle est la décote si on vend un appartement aujourd'hui, qui est vendu loué, contrairement à un appartement qui serait vendu, vide?
Bon, alors là, je ne peux pas vous donner un prix comme ça, je ne peux pas vous dire 10, 20, 30%. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est forcément où est situé l'appartement, parce que même si vous avez un appartement loué, j'ai envie de dire, sur l'une des plus belles artères de Berlin, ben, il y aura toujours un prix au-delà des 6 000 euros dont je vous ai parlé. Mais si vous avez un appartement qui est dans une rue standard de Berlin, ce qui va compter dans ces cas-là, ben, c'est le loyer. C'est le loyer et le profil de votre locataire. Pour savoir si potentiellement votre locataire paye un loyer assez élevé ou pas, ça va être la première chose. La deuxième chose, c'est si votre locataire est protégé ou pas, c'est-à-dire que certains appartements à Berlin ont des locataires qui ont une protection, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas reprendre, si vous vendez l'appartement, le futur acheteur de votre appartement ne peut pas envoyer une lettre de congé à votre locataire parce qu'il va être protégé pendant enfin une période qui est définie. Et ça, on peut le savoir si on lit votre contrat ou si on lit votre document d'achat, mais sans ça, nous, on ne peut pas le savoir. Donc, s'il n'est pas protégé, forcément, bah, le futur acquéreur pourra faire une lettre au locataire pour demander à ce que lui-même habite dans l'appartement. Nous, en France, on a un congé pour vente. En Allemagne, c'est un peu l'inverse, c'est un congé pour habitation. Enfin, pas l'inverse, c'est une notion différente. Donc ensuite, je crois qu'on a quand même pas mal de questions sur cette question de comment, enfin le Eigenbedarf justement, comment donner congé aux locataires. Mais peut-être on pourra en reparler du coup en fin de webinaire pour passer à la suite sur les questions de fiscalité. Enfin, qu'est-ce que tu en Parfait. penses? Oui, oui, Oui. parfait, c'est parfait. Donc Oui. on passe la main à Alexander alors. Oui, merci Florence. Bonsoir, alors je m'appelle Alexander Jacobi, je suis avocat, fiscaliste. On a un cabinet ici à Berlin, ensemble avec mon épouse Sophie, et on s'occupe principalement des clients étrangers qui investissent dans l'immobilier en Allemagne, côté juridique autant que côté fiscal. Et c'est pour ça ce soir, je vais d'abord vous parler un peu du côté juridique avec quelques exemples, quelques points qui nous semblent importants. Et après, la deuxième partie, je vais me consacrer à la fiscalité et je pense que je pourrai aussi répondre à plusieurs questions qui ont déjà été évoquées dans le chat. Alors, si vous allez vendre votre bien, alors vous allez forcément passer devant un notaire et le notaire il va produire un projet d'acte de vente, mais il faut savoir que le notaire il est un peu neutre, c'est-à-dire il ne va pas forcément défendre vos intérêts. C'est pour ça qu'il est très important, même en tant que vendeur, pour vous protéger, de faire attention à quelques points importants. Et je veux y évoquer trois ce soir. Alors, la première chose, c'est en Allemagne, il y a pour le paiement du prix de vente, il n'y a pas de date fixe normalement dans un contrat. Le système, c'est qu'il y aura plusieurs conditions qui doivent être remplies pour que le prix d'achat, le prix de vente soit exigible. Et après, l'acheteur, il a généralement un délai de 10 jours pour payer son prix avant qu'il doit payer des intérêts, avant qu'il soit en retard. C'est très important parce que ces conditions, ils dépendent du cadastre et des administrations et des syndics. Et ça, c'est normalement, on parle de 3 à 4 semaines que ça prend, mais ça peut aussi, notamment sous ton de Covid, durer bien plus longtemps. Et on a des clients qui attendent plusieurs mois pour le virement du prix de vente sans que c'est la faute de l'acheteur. Il y a une solution pour éviter que le prix soit payé trop tard, c'est-à-dire passer par un compte séquestre chez le notaire. En ce cas, le notaire ouvre un compte et on peut fixer une date à laquelle l'acheteur doit verser le prix de vente. Mais faites attention, il y a 3 points importants à savoir. D'abord, ce compte séquestre sert pour vous garantir que le prix sera payé. C'est-à-dire l'acheteur va payer sur le compte séquestre du notaire. Mais vous n'aurez pas les fonds vous-même à votre disposition. Ils restent aussi longtemps sur le compte du notaire. Le deuxième inconvénient, c'est que ce compte séquestre notaire est payant et ce sont des frais relativement élevés. Et si c'est à votre demande, c'est vous qui devez le payer. Alors, il faut y réfléchir. Le seul avantage d'un compte séquestre notaire, c'est que la date de la transfert de la jouissance, la remise des clés, est en ce cas fixée au moment de la date du paiement. Et ça peut être un avantage car, et là je saute au troisième point, tant que vous n'avez pas encore la date de la remise des clés, il n'y a pas de transfert de jouissance. Et jusqu'à ce jour, vous devez payer les charges de copropriété, la taxe foncière et tous les autres frais de l'appartement, y porter le risque s'il y a par exemple un petit dégât dans l'appartement. C'est pour ça, ça
ça revient encore une fois très important à savoir que ce transfert se fait qu'après le paiement, qui, lui, peut être même au pire cas plusieurs mois après la signature devant le notaire, d'où l'intérêt de réfléchir à un compte séquestre. En ce cas, l'acheteur paye et il reçoit les clés et vous êtes libéré de toutes les charges. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qui s'est produite plusieurs fois dans les dernières années, c'est qu'il manque dans l'acte de vente des clauses obligatoires que le vendeur doit veiller. Il a une obligation en tant qu'ancien propriétaire vendeur d'intégrer certaines clauses dans l'acte de vente et de transmettre certaines obligations de la copropriété à l'acheteur. Le notaire ne doit pas forcément vérifier tout ça et c'est pour ça qu'il est fortement conseillé de vraiment faire bien vérifier, notamment l'acte d'achat et le règlement de copropriété, pour être sûr que toutes les clauses nécessaires soient vraiment transmises. Si, évidemment, vous êtes en train de vendre, il est en ce cas, de toute façon, une possibilité, et on vous conseille fortement de demander de l'aide, et on est justement spécialisé à vous conseiller dans ce cas pour être sûr que sur le côté juridique, l'acte de vente pour vous est fait d'une manière que vous ne tombez pas dans une piège. Voilà, maintenant en deuxième partie, je vais directement aller vers la fiscalité. J'ai déjà vu aussi avec les questions, la fiscalité c'est un sujet très important et qui préoccupe à juste titre beaucoup de choses. Disons d'une manière toute générale, si vous êtes propriétaire d'un bien en Allemagne et vous le vendez ou vous avez des revenus, vu que l'appartement est situé en Allemagne, c'est l'Allemagne qui a le droit d'imposer autant les loyers que aussi une éventuelle plus-value. Alors en théorie, en principe, la plus-value est imposable et en Allemagne, il n'y a pas de taux fixe pour une plus-value immobilière. En Allemagne, il y a le taux d'imposition de l'IR allemand progressif normal qui s'applique selon le montant de la plus-value. Et ce taux est entre 14 et 42% selon la loi, sachant que si en ce moment vous vendez après quelques années, vu la progression des prix dont David a parlé, la plupart de nos clients, il faut compter que le taux d'imposition s'élève entre 20 minimum, plutôt à 30, parfois même au-dessus de 30%. Mais un grand avantage en Allemagne, c'est qu'il y a des exceptions à l'imposition de la plus-value. Il y en a notamment des exceptions qui peuvent s'expliquer dans votre cas et qui sont très importantes à comprendre. Il y a une première exception, c'est l'exonération quand vous êtes un propriétaire du bien pendant plus de 10 ans, ou plus précisément, si entre la signature de l'acte d'achat devant le notaire et la signature de l'acte de vente devant le notaire, il y a au moins une durée de 10 ans. Si ça c'est le cas, peu importe l'utilisation du bien, pour une personne privée, vous êtes exonéré de toute imposition, c'est-à-dire vous ne payez pas d'impôt. Le taux d'impôt sur la plus-value est égal à 0. Le deuxième cas de figure, qui est souvent plus intéressant et qui a été déjà évoqué par plusieurs gens dans le chat là, récemment, c'est l'usage propre. Et là, on tombe directement dans un règlement allemand très typique parce qu'il est très pointilleux et très compliqué. Et il faut vraiment veiller aux détails parce que si on ne remplit pas les conditions minutieusement, on tombe très vite dans un piège. Et là-dessus, je peux vous dire que le fisc, il est sans pitié, ils en profitent. Et il y a en Allemagne pas de marge de discussion avec le fisc. Si vous ne remplissez pas les conditions, vous passez à la caisse. Alors, qu'est-ce que c'est l'usage propre? L'usage propre n'est pas à confondre avec non loué ni laissé vide. Usage propre, ça veut dire que vraiment, vous devez utiliser le bien à votre propre fin. Il doit être utilisable et utilisé, habité par vous ou vos très proches. Et même là, il y a des différences à faire et c'est pour ça que je veux vraiment bien étudier chaque dossier précisément. Généralement, des enfants, par exemple, ça compte comme famille très proche, mais si l'enfant est déjà plus âgé, il a terminé ses études et il a ses propres revenus, en gros, il retrouve le salaire, il ne compte plus en tant qu'usage propre. Alors là, il faut vraiment regarder vraiment dans le détail, ce que je vous invite vraiment à faire avant de signer l'acte de vente.
Sur la prochaine slide, maintenant, je vous ai fait une estimation d'une plus-value avec l'imposition. Je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul, ça va nous porter trop loin. Mais vous voyez, avec cet exemple, bon, la plus-value, elle est là, mais elle n'est même pas énorme. Mais, point de vue fiscal allemand, là, vous voyez, vous avez un taux d'imposition d'au-dessus de 38%. Ça veut dire qu'en Allemagne, vous avez vraiment le principe. Vous êtes, pendant 10 ans, normalement, si je mets l'usage propre à côté, pendant 10 ans, vous êtes vraiment assez lourdement imposé sur la plus-value. Mais après 10 ans, vous passez directement à zéro. Il n'y a pas de barème selon les années de détention. Si vous vendez après 3 semaines ou après 9 ans et demi, vous payez toujours le même taux en principe selon le revenu. C'est juste après 10 ans, vous passez à zéro. Maintenant, alors, la dernière question qui se pose en ce cas, c'est quoi faire vis-à-vis des autorités fiscales. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a la cas de figure, vous vendez avant 10 ans un appartement qui a toujours été loué, vu mon calcul que je viens juste de passer. En ce cas, la plus-value est imposable. Comment faire? En ce cas, il faut rendre une déclaration d'impôt en Allemagne, ce que nous, on peut faire pour vous. Et il faut déclarer exactement le prix de vente et déduire le prix d'achat et tous les autres frais qui peuvent être déduits. Après, il y a le résultat fiscal et le taux qui s'applique. Vous déclarez la vente, vous appliquez, vous recevez un avis d'imposition. Ce qui est important à savoir, si vous vendez, si vous signez au notaire à la fin de l'année, la date importante, c'est la date où vous recevez les fonds, pas la date de la signature du notaire. Si vous avez une plus-value non imposable, vous n'êtes pas obligé de rendre une déclaration d'impôt parce que justement vous êtes exonéré, et si vous êtes exonéré de payer des impôts, vous êtes aussi exonéré du fait de rendre une déclaration d'impôt. Il peut quand même y avoir le cas que le fisc vous envoie une gentille lettre demandant « J'ai vu, vous avez vendu, mais est-ce que vous pouvez vérifier ou me prouver, s'il vous plaît, que votre plus-value n'est pas imposable? Est-ce que vous bénéficiez d'une exonération ?» En ce cas, il faut s'adresser au fisc et lui répondre rapidement pour lui expliquer que l'exonération s'applique. Attention, si vous ne le faites pas, si vous ne répondez pas, le fisc va estimer les impôts, peu importe l'utilisation, et si vous ne faites pas contestation, l'avis d'imposition sera en vigueur et vous devez payer des impôts, même si en principe vous aurez pu prouver une exonération. Alors, comment prouver l'exonération? La plupart, c'est l'usage propre. Et là, le point important, c'est que le fisc vous demande vraiment des justificatifs de la vie quotidienne. Il faut justifier des titres de transport, aller-retour Berlin. Il faut justifier une consommation d'électricité, de chauffage, d'eau dans l'appartement. Il faut montrer que vous avez acheté des meubles. Il faut montrer que vous avez fait des commissions en Allemagne, des factures locales. Ou si vous l'utilisez bien vraiment plus longtemps, faites un enregistrement auprès de la mairie. En ce cas, vous pouvez facilement justifier que vous l'avez vraiment utilisé. Et en ce cas, vous pouvez utiliser cette exonération. Je reviens sur la demande d'un des questions. Combien de temps est-ce que je dois l'utiliser si un jour j'ai loué? Et là, il y a une petite règle en Allemagne qui s'appelle la règle des 2 réveillons. Ça a l'air rigolo et en fait, c'est un pense-bête. Il faut avoir utilisé le bien après l'avoir loué, jusqu'avant la vente. Il faut l'avoir utilisé à son usage propre pendant une période qui touche 3 années calendaires, d'où les 2 réveillons. Alors, la règle à retenir, c'est si vous voulez profiter de ça, si vous faites par exemple la Eigendaf, le locataire part, vous vous aménagez vous-même, mais il faut y passer dans l'appartement 2 réveillons. Si c'est le cas, vous pouvez vendre et profiter de cette exonération de l'impôt de l'utilisation d'usage propre, qui bien évidemment doit être prouvé. Et encore une fois, le fisc va vraiment profiter et contrôler ça. Après, en dernier point, j'ai une règle un peu spéciale avec un 50A. Ça, c'est une procédure de séquestration du prix de vente pour garantir que le fisc aura les impôts et qu'il ne part pas à l'étranger. Mais ça, c'est un détail et je pense ça, c'est plutôt à voir au cas par cas si quelqu'un d'entre vous est considéré
concernés qu'on va faire ça plutôt pas dans un autre cadre, ça va nous porter trop loin ici. Alors, pour résumer, côté fiscal, les deux faits plus importants, essayez de profiter d'une des exonérations. En ce cas, vous avez profité d'un des grands avantages fiscaux que l'Allemagne produit. Et deux, si vous êtes sur la piste de l'usage propre, très important, gardez tous les justificatifs pour aussi pouvoir prouver auprès du fisc que vous avez bien utilisé votre propre bien. Si vous avez des questions plus détaillées, il faut étudier chaque cas et évidemment, on sera très, très content et très ravi de vous assister lors de cette démarche. Merci beaucoup. Alors, merci Alexander. Donc, on va passer à la partie de Guillaume qui traitera le côté français. Je ne sais pas si on a le temps de répondre à une question peut-être que pose Emmanuel. Est-ce que la règle des 10 ans, est-ce qu'elle pourrait changer avec les discussions politiques? Est-ce que ça pourrait rétroactivement changer? Alexander, est-ce que tu as entendu parler qu'il pourrait y avoir un changement sur cette règle de 10 ans en Allemagne? Oui et non. Alors pour le moment, on n'en parle pas du tout. Bizarrement, même si c'est un grand avantage fiscal, la politique n'y touche pas trop. C'est pour ça, je ne vois dans les prochaines années, je ne vois pas de danger direct. Par contre, il est vrai que lors du dernier changement, il y a une bonne vingtaine d'années, ça a changé, ça a augmenté à 10 ans. Il n'y a pas vraiment de protection de rétroactivité. C'est-à-dire, si demain la loi change et on va prolonger le délai à 30 ans, il n'y aura pas de règle que les gens qui ont déjà 10 ans peuvent encore vendre après 10 ans. Si la loi change, en effet, ça voudrait dire que ceux qui n'ont pas encore vendu, dans l'immédiat plus ou moins, ils tomberont sous la nouvelle règle et ils ne pourront plus y profiter. Mais pour le moment, on n'en parle pas. Ok, très bien. Merci. Du coup, je pense qu'on peut passer à la partie de Guillaume. Entendu. Merci Florence. Bonsoir à tous. Je m'appelle Guillaume Rubecki. Je suis avocat associé du cabinet Valoris Avocat. Nous sommes un cabinet de droit des affaires et de fiscalité avec une forte connotation internationale et nous sommes présents en France, à Paris, à Strasbourg et à Lyon et en Allemagne. Et nous travaillons avec divers partenaires, dont Jacobi Légal et notamment sur des problématiques franco-allemandes en matière immobilière. Alors, Alexander nous a exposé plein de bonnes nouvelles, pas d'impôts de manière assez facile en Allemagne, soit parce que vous avez possédé le bien plus de 10 ans, soit parce que vous l'avez habité. Et malheureusement, si vous êtes résident fiscal français, je vais vous montrer que ces bonnes nouvelles, malheureusement, ne servent pas à grand-chose. Bon, néanmoins, ça peut avoir des avantages en termes déclaratifs, puisque ça va vous faciliter les choses. Et puis, en France également, nous avons des possibilités d'exonération qu'on pourra discuter si vous le souhaitez. Par exemple, si vous vendez un appartement en Allemagne pour acheter votre résidence principale en France et que vous n'avez jamais été propriétaire de votre résidence principale, vous pourrez également bénéficier d'exonération et il existe d'autres mécanismes. Avant d'en venir là, je voudrais rappeler quelques principes parce que je vais vous dire que en tant que résident français, vous allez vendre un bien immobilier à Berlin, vous paierez ou vous ne paierez pas d'impôt en Allemagne, mais je vais vous dire que vous devrez sans doute en payer en France. Et quelque part, c'est choquant. C'est d'autant plus choquant si vous avez acheté votre bien immobilier en Allemagne avant 2015, puisqu'à l'époque, il y avait une convention fiscale entre la France et l'Allemagne qui prévoyait que la plus-value de cession était exonérée. Et donc, vous avez acheté un bien en toute bonne foi, en pensant que vous alliez le détenir 10 ans ou que vous alliez y habiter et que la plus-value serait imposable, ne serait pas imposable en Allemagne et qu'elle ne serait pas imposable en France. Eh bien, la convention fiscale franco-allemande a été modifiée à partir de 2015-2016 et depuis, la plus-value réalisée sur un bien immobilier en Allemagne est également imposable en France. Alors, il n'y a pas de double imposition parce que vous pouvez déduire de l'impôt que vous allez payer en France, vous pouvez déduire l'impôt que vous avez payé en Allemagne. Ça, c'est très bien.
Sauf que si vous avez effectivement passé 2 réveillons sous les boules de gui dans votre appartement à Berlin, ou que vous vous l'avez loué, mais pour plus de 10 ans, vous n'avez pas de crédit d'impôt à faire valoir parce que vous n'avez pas d'impôt à payer en Allemagne. Donc il faut voir, partant de là, quelle est la sanction fiscale du côté français, s'il y en a vraiment eu. C'est pas toujours aussi grave que ce qu'on pourrait craindre. Néanmoins, les règles, c'est vrai, sont moins généreuses qu'en Allemagne. On n'a pas d'exonération au bout de 10 ans. Vous le savez sans doute si vous habitez en France. On a des abattements progressifs en France qui s'appliquent à partir de la 5e année de détention. Et ces abattements conduisent à une exonération totale d'impôt sur le revenu au bout de 22 ans de détention. Et au bout de 30 ans de détention, vous avez une exonération totale de prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux, c'est la CSG, le CRDS et les taxes annexes, qui ne sont pas négligeables puisque ça représente 17,2%, on va le voir tout de suite. Donc, des règles de base qui sont plus défavorables qu'en Allemagne, c'est vrai. Alors, comment est-ce qu'on détermine concrètement la plus-value en France? Bien sûr, c'est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Simplement, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il faut corriger et le prix de vente et le prix d'acquisition pour tenir compte de certains frais. Donc, le prix de vente, on va notamment retirer, par exemple, les honoraires que vous pourriez payer à mon collègue Alexander s'il vous représente pour signer le contrat devant le notaire. Ou bien vous pouvez retirer les frais de certification et de diagnostic obligatoires, les frais de métrage que mentionnait David, etc. Et sur le prix d'acquisition, le prix d'achat donc de votre appartement il y a quelques années, on prend le prix d'acquisition qui figurait dans le contrat de vente établi par le notaire, on y rajoute un forfait de 7,5%, ou le cas échéant, les frais réels, s'ils sont plus élevés, mais c'est assez rare, et ça correspond par exemple aux frais d'agence, aux honoraires du notaire, etc. Et puis, on rajoute également un forfait de 15% du prix d'acquisition qui correspond aux dépenses de travaux, même si vous n'avez fait que des travaux minimes, quelques couches de peinture. Ou bien, naturellement, on peut déduire les dépenses réelles si les travaux ont été plus importants. Mais vous voyez que cette correction du prix, on rajoute au prix finalement plus de 20%, ce qui va minorer la plus-value d'autant. Elle va être diminuée du montant du forfait, donc de 22,5% dans mon exemple, si on prend le forfait. Donc ça, c'est assez généreux. Ensuite, on applique bien entendu les abattements, je ne vais pas revenir dans le détail, et puis ça nous donne une plus-value nette imposable. En théorie, le taux d'imposition que vous devez retenir, il est de 36,2%. Ça correspond à un taux forfaitaire d'impôt sur le revenu de 19% et à 17,2% de prélèvements sociaux, donc CSG, CRDS, etc. Il faut toutefois nuancer, ce n'est pas toujours le cas. Si votre plus-value est supérieure à 50 000 €, et je ne parle pas du prix de vente, je parle vraiment de la plus-value, donc la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition. Si cette plus-value est supérieure à 50 000 €, vous allez payer une surtaxe. Et cette surtaxe, elle est de 2 à 6% en fonction du montant de la plus-value. Par ailleurs, si vous êtes non-résident français ou que vous êtes assujetti à un régime de sécurité sociale qui n'est pas le régime de sécurité sociale français, à titre obligatoire, par exemple, vous habitez en Allemagne, vous travaillez en Allemagne, vous êtes à la sécurité sociale allemande, eh bien dans ce cas-là, les 17,2% de prélèvements sociaux sont réduits à 7,5%. Je vous ai mis ici, et vous le retrouverez dans la présentation parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail du calcul, mais je vous ai mis ici un exemple de calcul de plus-value en reprenant les mêmes chiffres que ceux qu'avait pris mon confrère Alexander tout à l'heure. La différence ici, c'est que dans notre cas, l'immeuble a été acquis en 2007 et non pas en 2015, je crois, dans l'exemple de Alexander. Pourquoi ?
parce que je voulais vous montrer l'impact de l'exonération fiscale qu'il peut y avoir en Allemagne. Donc, vous voyez ici qu'on a un prix de cession de 450 000 €, on a déduit des frais de vente, on retraite la plus-value, comme je vous l'ai dit, avec différents forfaits, ce qui nous donne une plus-value de 123 000 €. Et là-dessus, on applique différents abattements qui varient pour l'impôt sur le revenu ou pour les prélèvements sociaux, mais vous voyez qu'ils sont quand même assez généreux pour 15 ans de détention, puisqu'on a un abattement de 49 000 € pour l'impôt sur le revenu et de 100 000 € pour les prélèvements sociaux. Et donc, on a un impôt sur le revenu, au sens strict, dans notre cas, de 9 405 €, pas de surtaxe dans notre cas, et on a des prélèvements sociaux, en revanche, qui sont assez élevés, de 17 000 €. Donc, on a une charge fiscale globale de 27 000 € que vous devez payer en France. Et puisque vous avez détenu le bien plus de 10 ans, vous n'avez pas d'impôt à payer en Allemagne, donc vous n'avez pas de crédit d'impôt à déduire de l'impôt français. Et donc, finalement, vous aviez acheté l'appartement 250 000 €, vous l'avez vendu 450 000 € et vous allez payer 27 000 € d'impôts et qui seront payés intégralement au fisc français dans cet exemple. Une fois qu'on sait ça, comment on fait? Alors, normalement, si vous êtes français et que vous avez déjà vendu des immeubles en France, vous vous dites, bah, j'ai rien à faire, c'est le notaire qui va tout faire. Mais oui, mais sauf que là, il n'y a pas de notaire, parce que le notaire, il est en Allemagne, et le notaire allemand va certainement pas payer l'impôt au Trésor public français. Donc, contrairement à ce dont vous pourriez avoir l'habitude, cette fois-ci, c'est à vous de déclarer la plus-value et d'envoyer un formulaire spécifique. Je vous ai mis les références dans la présentation, d'envoyer ce formulaire, de le remplir, de l'envoyer au fisc, donc au Trésor public, à l'adresse dont vous dépendez. Donc, si vous n'habitez pas en France, c'est le centre des non-résidents, et si vous habitez à Bordeaux, c'est votre centre des finances publiques à Bordeaux, et ainsi de suite. Vous avez 1 mois pour envoyer ce formulaire et payer concomitamment l'impôt. Vous devez payer par virement, les chèques sont rarement acceptés. Donc, vous appelez votre recette et on vous donnera les coordonnées bancaires du Trésor public local. Il faut donc déterminer la plus-value, déterminer l'impôt, payer et envoyer ça dans le mois qui suit la cession. La cession, c'est le transfert de propriété. Donc, comme vous l'a expliqué Alexandre tout à l'heure, ça va être concomitant au paiement du prix, à la remise des clés. Ne laissez pas passer ce délai parce que sinon, vous aurez des pénalités de dépôt tardif et de paiement tardif qui peuvent être assez conséquentes puisque ça peut être 10%. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez pas fini parce que ça, c'est une espèce d'acompte, si vous voulez. En fait, vous aurez fini de payer, mais pas de déclarer. L'année suivante, donc si vous vendez en 2022, en mars, eh bien en avril, vous déposez cette déclaration. Et en 2023, en mai ou en juin, lorsque vous allez faire votre déclaration d'impôt sur le revenu sur les revenus 2022, vous allez reporter certaines mentions, ce sera plus simple, dans un formulaire spécifique de votre déclaration annuelle d'impôt sur le revenu pour les revenus de source étrangère, donc formulaire numéro 2047, et puis sur la déclaration d'ensemble sur le formulaire 2042C. Voilà en ce qui me concerne. Je pense qu'il doit y avoir des questions. J'espère ne pas vous avoir trop choqué. En tout cas, bien sûr, on n'a pas d'exonération au bout de 10 ans, mais on a quand même un mode d'appréciation de la plus-value taxable qui est assez généreux. Et du coup, la charge fiscale n'est pas toujours considérable. Voilà, on peut l'optimiser. Merci pour votre attention. Merci Guillaume. Effectivement, je pense qu'il y a quand même quelques questions. Alors, il y en a peut-être qui vont encore arriver. Alors, je pense que ça va concerner justement, enfin là, si je reprends plusieurs questions, le fait que si on n'est plus imposable en Allemagne, les cas de figure pourraient être exonérés quand même de la plus-value en France. Donc notamment Eric qui dit il détient le bien depuis plus de 10 ans. Si on imagine aller en Allemagne pour habiter l'appartement en tant que résidence principale, combien de temps est-ce qu'on pourrait
faut laisser passer pour que aussi en France, on puisse être exonéré de cette plus-value. Est-ce qu'il faut le Oui. déclarer du coup en France ou pas ou, Alors, il suffit pas de dire je vais aller y passer un an et il suffit pas de payer quelqu'un qui va habiter pour soi dans le logement. Effectivement, ça peut être une idée, c'est-à-dire de déménager en Allemagne, de transférer sa résidence fiscale en Allemagne pour pas payer d'impôts. Si le montant de la plus-value est conséquent, ça peut valoir la peine. Néanmoins, la résidence fiscale, elle s'apprécie au regard de la situation familiale. Donc, si vous êtes marié et que vous avez des enfants, il faut que votre épouse, en principe, il faut que votre épouse et vos enfants vous suivent. Si vous travaillez, il faut que vous travaillez en Allemagne également, etc. Enfin, vous pouvez être résident fiscal allemand et travailler en France, mais ça pose des questions annexes qu'il faut regarder de près. Sinon, il n'y a pas de durée minimale. En principe, vous avez votre résidence principale en Allemagne, vous avez votre résidence fiscale en Allemagne au sens de la convention fiscale franco-allemande, dès lors que vous y avez votre foyer ou votre séjour principal. Et théoriquement, 6 mois et 1 jour peuvent suffire si vous passez 6 mois moins 1 jour en France. Mais c'est extrêmement dangereux. Je ne jouerai pas à ça. Donc, en pratique, oui, au moins 1 an. Mais de toute façon, c'est un ensemble de facteurs. Il n'y a pas que la durée du séjour. Il y a notamment la situation familiale qui vont rentrer en ligne de compte. Donc là, si vous avez envie de faire ça, je vous incite à m'appeler là pour le coup pour qu'on en discute. Ok, moi je pense que c'est très clair. Enfin, j'espère que la réponse est claire. Alors, il y a Augustin qui demande les dus à la fiscalité française ne sont valables que si le vendeur a pour résidence principale la France. S'il est résident allemand, la règle française ne s'applique pas. Moi, ça Je me confirme. paraît évident. Romuald avait posé la Voilà. même question. Voilà, donc ça, je pense qu'on peut répondre que effectivement, si vous êtes résident allemand, la France, finalement, elle n'a rien à voir là-dedans. Tout à Absolument. fait. Alors, combien de temps on doit rester en Allemagne pour devenir résident fiscal en Allemagne? Au moins 1 an plein, donc je pense que ça, tu as Ça, c'est la question répondu. qu'on vient de. Voilà, exactement. Si on a acheté 2 amis, toutes les sommes sont divisées par 2 pour le fisc. Ah, ça, c'est peut-être une question intéressante. Si on est à Oui, plusieurs si vous êtes en si vous êtes en achat en indivision, que ce soit avec un ami ou avec votre épouse ou votre époux, bien sûr, chacun fait sa déclaration et les sommes sont divisées par 2. Exactement. Pour C'est la même chose l'époux en et Allemagne. l'épouse, je la même nuance chose en Allemagne? parce que là, Voilà. vous avez un foyer fiscal, pardon. La même chose en Allemagne, oui. Mais en revanche, pour l'épouse, je reviens sur ce que j'ai dit, parce que là, vous avez un foyer fiscal, donc une seule déclaration. Donc, c'est différent. D'accord. Alors, Charlotte demande: «Lors de mon achat, j'ai dû verser environ 2% du prix d'achat au notaire et 6% de Kosteneinziehungsstelle der Justiz. Dois-je m'attendre à la même chose lors de la vente? Merci». Alors 6%, c'est les frais de mutation, en fait, à l'achat, c'est ça? Ça, c'était une question pour Alexander, je Exactement. pense. Ouais, c'est Alors, Alexander, je pense, qui va répondre à ça. c'est ça. Alors, les 6%, c'était les droits de mutation qui sont en Allemagne toujours à payer par l'acheteur. Alors, quand vous vendez, vous ne devez pas le payer. Et les 2%, c'est les frais de notaire que vous allez aussi, normalement, qui sont aussi payés par l'acheteur. Alors, non, pendant la vente, il peut y avoir des petits frais d'annexe, mais pas à cette hauteur, pas du tout. Ok, alors pour Guillaume, pour le coup, je crois, Jean demande: le crédit d'impôt lié au paiement de la plus-value en Allemagne est porté à la connaissance du fisc sur la déclaration 2048 et aussi 2047 et Alors, 2042. j'ai répondu Ah, déjà directement dans le répondu. chat. Ah, j'ai pas Non, mais vu, parce que c'est pardon, une j'étais question pas assez rapide. non, mais c'est parce que c'est une question très technique qui intéresse peut-être pas tout Oui, le monde, oui, mais d'accord. c'est sur le formulaire 2048, à ma connaissance, pas sur les autres. D'accord. Alors, tu vois la question de Ursula aussi, Guillaume? Oui, l'accord franco-allemand, est-ce qu'il s'applique aux ventes à partir de 2015 ou à partir de 2016? De mémoire, à partir de 2016, mais de toute façon, je suis sûr à 95%, j'ai plus la date exacte en tête, mais à 95%. Mais par hypothèse, si vous posez la question, c'est que vous avez déjà vendu en 2015 ou 2016. Donc, enfin là, la question se pose plus. Ou alors j'ai mal compris votre question. Ah, vous avez Parce qu'elle a acheté en acheté. 2015. Oui, mais ça, peu importe la date d'achat. Donc, si vous vendez vous avez acheté votre appartement en 2015,
et vous vendez en 2022, bah, c'est la nouvelle règle qui s'applique. Même si vous aviez acheté en 2014, ça aurait été pareil. C'est donc rétroactif, hein, C'est c'est ce qu'on a rétroactif, dit tout à l'heure. c'est ça qui Oui. était choquant. Ouais. Ok. Ah, Oui, dommage. dommage. C'est vrai. Si on a acheté sa résidence principale il y a moins de 2 ans, utiliser la plus-value pour rembourser le crédit. Ou ouais, alors c'est le cas où vous achetez votre résidence principale avant de vendre l'appartement que vous aviez à Berlin ou en Allemagne. C'est possible, vous pouvez faire valoir l'exonération pour emploi dans l'achat de la résidence principale. Néanmoins, il faut que vous ayez mis en vente votre appartement allemand avant d'acheter votre résidence principale. Il faut que l'appartement ait été mis en vente avant, même s'il a été vendu après. Donc 2 ans, ça va être un peu long. Je Donc pense c'est pas que quoi ça qui puisse compte? durer. Il faut prouver qu'on a signé un mandat ou une annonce Oui, immobilière une ou annonce comment, immobilière, c'est très bien. Ouais. Ouais, ouais. d'accord. Ça, c'est une question pour Alexander, je pense. Oui, ou même pour nous peut-être. Pour vous, oui, bien sûr, bien Oui, sûr, bien sûr. Et donc oui, David, tu veux répondre peut-être à cette question de Paul? Est-il vrai que lorsqu'une vente via une agence, les frais de commercialisation sont désormais répartis entre l'acheteur et le vendeur? Oui, tout à fait. La règle a changé depuis maintenant l'année dernière. Historiquement, c'était toujours à la charge de l'acheteur, mais la loi a changé. Enfin, la loi, les règles ont changé à Berlin, en tout cas. Maintenant, pour les autres villes, je ne pourrais pas vous dire exactement quelles vont être la répartition, mais à Berlin, c'est la répartition, elle est 3% à la charge de l'acheteur et 3% à la charge du vendeur. Donc, c'est partagé en deux, à niveau égal. C'est ça. On n'a plus le droit, enfin, on n'a pas le droit de demander plus à l'une partie qu'à l'autre, en fait. Exactement. la loi s'applique à toute l'Allemagne. C'est juste le taux qui peut changer, C'est mais la juste, loi ouais, est c'est ça. dans toute l'Allemagne. Même. Alors, quelle autre exonération en France comme pour primo-accédant? Guillaume, ça c'est pour toi. Il y en a pas beaucoup. Enfin, il y a tout un catalogue dans le Code général des impôts, mais la plupart ne seront pas applicables. Mais de mémoire, on a les cessions qui sont inférieures à 15 000 euros, donc ça va jamais s'appliquer. Il y a certains partages, les ventes de droits de surélévation ou alors en zone tendue, mais bon, ça c'est des mesures vraiment franco-françaises. Les cessions qui sont effectuées par des personnes âgées ou invalides de conditions modestes, il y a des conditions de seuil de revenus. C'est ce genre de choses qui s'appliquent principalement. Alors, Anne-Laure demande d'une vente d'une SCI établie en France. Est-ce possible? Alors, je ne sais pas exactement quel sens de la Oui, question, mais ça doit être possible. oui. Une C'est SCI absolument possible. Une SI française peut acheter un bien immobilier en Allemagne sans problème. Oui. Alors, personne âgée à partir de quel âge? Donc, ça fait Je référence à ta craignais, réponse, Guillaume. je craignais la question. Je craignais la question. J'ai pas la réponse du tac au tac, madame. Désolé. Je pourrais regarder. Florence, on a peut-être un petit questionnaire qu'on va envoyer aux personnes. Oui. Tu peux peut-être l'envoyer? Oui, je peux. Pardon. Effectivement, on est déjà dans le question-réponse peut-être qu'on avait prévu à la fin. Donc oui, alors je vais vous publier un petit sondage. Est-ce que vous pouvez lire en attendant ou répondre aux questions qui suivent? Parce que je ne vais pas pouvoir lire le chat en même temps que le sondage. Donc, alors Paul demande comment obliger un locataire à accepter les visites pour une vente. Y a-t-il des règles précises? Bah, en fait, c'est souvent marqué dans le contrat de location du locataire. C'est un petit peu comme en France, hein. Il y a une obligation de visite, mais les règles sont tellement contraignantes qu'au final, il vaut mieux qu'on soit. Nous, ce qui se passe, c'est qu'on travaille en bonne intelligence. Vous pouvez toujours demander à votre locataire en lui disant, vous avez vu sur le papier, il y a marqué que vous êtes obligé de me laisser un droit de visite. Si malheureusement, quand vous arrivez avec quelqu'un et que votre locataire n'est pas là, même une fois, 2 fois, 3 fois, c'est toujours très compliqué. Donc, il vaut mieux, je dirais, moi, travailler en bonne intelligence, avoir un bon contact avec votre locataire pour pouvoir bien avant tout lui préciser à quelle heure, enfin quel jour et à quelle heure vous allez faire la visite. Et j'ai envie de dire, essayer de regrouper les visites de telle sorte à pas trop déranger votre locataire. Parce que si vous venez tous les jours pour une demi-heure de visite en plein milieu de l'après-midi,
je pense qu'à un moment ou à un autre, il vous fermera la porte. Donc voilà, il n'y a pas de règles précises, malheureusement, qui vont obliger votre locataire à ouvrir sa porte, parce que si vous vous braquez contre lui, de toute manière, ça marchera pas. Donc nous, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'avoir une procédure où on alerte notre locataire en général, je dirais qu'en général, c'est minimum une semaine à l'avance. Je sais que ça paraît un petit peu long pour la France, parce qu'en France, on peut le faire souvent 24 heures, mais nous, on le fait en général une semaine à l'avance avec la date et l'horaire, et puis on lui demande à ce moment-là de pouvoir faire la visite du bien. Mmh. Donc pour le sondage, peut-être on peut expliquer un petit peu, Florence, comment les gens peuvent répondre? Oui, alors j'ai publié le sondage, je pense que pas mal de gens l'ont déjà vu parce que je vois qu'il y a des votes. Donc voilà, on a publié à peu près 5 questions, je crois, dans l'onglet sondage, en fait, qui se trouve juste à côté de l'onglet chat sur votre droite. Et donc, en fait, on aimerait bien savoir si ce webinaire vous a plu, s'il y a des choses qu'on pourrait éventuellement améliorer pour les prochaines fois. Et voilà, donc une question qu'on n'a pas vraiment pu publier, c'était peut-être des thèmes qui pourraient vous intéresser aussi à l'avenir, donc pour des futurs webinaires qu'on pourrait organiser. Malheureusement, l'option sondage ne permet pas d'écrire directement dans les réponses. Donc, par contre, vous pouvez oui, mettre dans le chat éventuellement des sujets qui pourraient vous intéresser pour des nouveaux webinaires qu'on aimerait bien organiser dans le futur, en fait. Enfin, j'espère que j'ai tout expliqué, David. Donc, en fait, on vous demande de donner essentiellement des notes de 1 à 5. Pour 1, pas du tout satisfait, 5, tout à fait satisfait sur un certain nombre de points que j'ai donc publiés dans les sondages. Exactement. Et puis pour les prochains thèmes, nous, on a déjà des idées de thèmes, mais bon, c'est des idées que nous, on a peut-être envie d'aborder aussi. Et donc, peut-être le plus intéressant pour vous tous, ce serait peut-être qu'on aborde plutôt les sujets qui vous intéressent. Donc, si vous avez des questions spécifiques, si vous avez des thèmes de prédilection, écrivez-les dans le chat. Nous, on va les retenir, et puis on verra comment est-ce qu'on pourrait potentiellement faire un prochain webinaire sur l'une des thématiques que vous allez nous proposer, puisqu'on va essayer de faire maintenant cette séance de webinaire un peu plus régulièrement, à savoir, je dirais, à minima une fois par trimestre. Donc le prochain devrait avoir lieu au cours du deuxième trimestre, tout simplement. Mmh. Donc il y a encore une question qui est arrivée de Youssef. Si le locataire propose de déménager en échange d'un prix, est-ce légal la mention d'un Aufhebungsvertrag? Donc David Oui, oui, je viens de le dire. ou Alexander, oui. Ouais. En fait, c'est possible, ça se fait assez couramment, mais comme c'est quand même sur un terrain un peu dangereux, là, il faut vraiment demander à un avocat de rédiger ce vertrag pour être sûr qu'il n'y a pas de problème par la suite. Et d'ailleurs, si vous payez une prime, c'est déductible du prix de la plus-value. Ça, c'est intéressant peut-être comme point à noter. Effectivement, nous, on voit ça assez un peu plus souvent ces derniers temps que le Ouais. départ se négocie, parce qu'effectivement, l'écart, parce qu'on disait tout à l'heure, l'écart peut être quand même assez consécutif entre un appartement vide et un appartement loué. Donc, même parfois, on peut négocier des sommes assez importantes avec le locataire pour mettre fin au contrat de location, en fait. Donc pour répondre, là je voyais une question de Eric pour la procédure de Hagen-Bedaf. En fait, c'est toujours pareil, hein. C'est toujours en fonction de votre locataire, hein. Si votre locataire est super sympathique et que lui, il n'a pas de problème, il vous laissera accéder à l'appartement sans aucun souci, et vous pourrez y habiter. Malheureusement, des locataires, c'est un peu comme dans la population, on a un peu toutes sortes. Parfois, il y a des personnes qui n'ont pas trop le choix et qui ne peuvent pas partir dans un autre appartement. Et dans ces cas-là, malheureusement, vous ne pourrez pas habiter facilement dans l'appartement. Vous devrez entamer une procédure qui peut prendre peut-être un peu plus de temps, même si au final, on sait très bien que vous êtes censé gagner, mais ça peut être plus compliqué parfois. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, en tout cas, j'espère. Mais c'est vrai que parfois, ça se passe très bien. Nous, parfois, ça se passe extrêmement bien. Et parfois, on a des procédures qui sont beaucoup plus longues. Mmh. Bon, je pense qu'on n'a pas répondu à la question, en tout cas. Alors, je regarde un petit peu dans les sondages. Donc, oui, je vois quand même que pas mal de monde a voté.
Donc, s'il n'y a pas plus de questions, je pense que on est arrivé à notre à notre fin. On est dans les temps, parfait. On est dans les temps, voilà. Parfait. Oui, merci beaucoup Florence pour l'organisation Ouais. et la modération. Merci beaucoup. Oui. Merci infiniment et merci à vous Ouais, tous pour merci votre Florence attention. et Merci pour vos merci à tout le interventions. monde. Ouais. Voilà. Merci à tous les participants, puisque je vois que vous êtes, enfin nous on voit que vous êtes très très nombreux. Donc Oui. merci à tous et pour toutes vos questions. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci, au revoir.